1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous venez d'en parler à Elena Morna, encore une histoire étonnante au programme de notre rendez-vous quotidien avec Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je vais vous raconter en effet l'épopée absolument dingue, si je puis dire, du faux évêque d'Agra. On est à l'époque de la Révolution. Je suis heureux, grâce à cette nouvelle formule, de pouvoir comme ça vous faire profiter chaque jour de ces histoires inouïes qui s'accumulaient dans nos tiroirs et que je ne pouvais pas vous raconter parce qu'elles ne s'inscrivent qu'en marge de la grande histoire. Eh bien, la grande histoire, justement, on la retrouvera tout de suite après, en compagnie de votre invité. Oui, puisque nous avons la chance de recevoir aujourd'hui Hervé François, directeur de l'Historial de la Grande Guerre. Avec lui, nous allons célébrer un centenaire, celui de la bataille de la Somme, à laquelle nos alliés britanniques, notamment, ont versé un très lourd tribut. Et puis, pour finir l'émission, nous retrouverons Marcel Proust, comme toute cette semaine. C'est le héros du feuilleton de la semaine. Et oui, c'est le petit Marcel, cet après-midi, qui nous conduira au Pré-Catelan, aux Champs-Élysées, à la Comédie Française et sur sa plage normande. Eh bien, quel programme pour le moment. Voici le faux évêque d'Agra. J'avoue que vous m'avez donné envie d'en savoir plus. Vous n'allez plus attendre très longtemps, chère Anissa. Europe 1, 14h, 15h, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. En cette fin d'hiver 1793, les campagnes poitevines sont en ébullition. La persécution du clergé traditionnel par le pouvoir révolutionnaire et plus encore peut-être la conscription, cette levée en masse pour les armées de la jeune République, tout ça soulève beaucoup de réticences. Les rangs des Vendéens grossissent à vue d'œil. Les Vendéens, vous savez, sont ceux qui sont prêts à en découdre avec cette République. Voyons ce qu'il en est à Poitiers. Je trouve qu'on ne parle pas assez de Poitiers d'une façon générale. Comme par hasard. Dans la ville, certains ont tendance à se gausser de cette rébellion de va-nu-pieds mal dégrossis, mais au fil des jours, les autorités prennent la mesure du danger. Dans les rues de la cité Pictave, on s'inquiète, on s'agite, on s'émeut. Ainsi, quand, de Paris, la Convention organise la riposte armée dans l'Ouest, plusieurs révolutionnaires de Poitiers décident de se joindre aux troupes qui ont été mobilisées, et parmi ces volontaires figure un certain Guillot. C'est notre héros du jour. Enfin, héros, si j'ose dire. Guillot est un homme un peu étrange. Il a une trentaine d'années. On peut dire qu'on ne sait pas grand-chose de lui à Poitiers. Il est arrivé en ville il y a quelques mois seulement. On l'a surtout vu assister aux séances du Club populaire, une cellule politique, où l'on exalte la révolution et où l'on condamne les erreurs des royalistes, des calotins. Enfin, vous connaissez le discours. Guillot s'est laissé chauffer à blanc dans ce club. Il ne veut pas manquer une occasion de se battre pour ses idées. Il faut l'imaginer un peu emphatique. Il lance à qui veut l'entendre: « Citoyens, il faut savoir verser son sang pour la nation !» Un tel courage force l'admiration. Un camarade lui fait don d'un uniforme. Une demoiselle sous le charme du beau patriote lui offre de son côté un sabre. Enfin, un vague cousin va lui fournir un cheval. Ah oui, voilà notre ardent républicain paré pour s'en aller défendre la Révolution sur les champs de bataille. Et de fait, Guillot part en direction de l'armée du général Quétineau, qui a été envoyé dans le nord du Poitou. Lorsqu'il découvre ces milliers de soldats républicains, Guillot est saisi par l'émotion. À qui veut l'entendre, il témoigne de son enthousiasme, de sa hâte à se battre et à rabattre le caquet des ennemis de la nation, comme on dit à l'époque. Il ne va pas tarder à être servi. L'armée vendéenne approche en effet et déjà, le vent porte ses chants et ses prières à travers le bocage poitevin. Cette mobilisation, cette ferveur, cette exaltation ont de quoi impressionner et, disons les choses, Guillot se sent soudain nettement moins enclin au combat. Alors que sa compagnie est en train de se mettre en place, le voilà qui déclare se sentir mal. Et vraiment, il a le visage blême. Il gémit d'une voix faible. Je ne vais pas bien. Ça me lance. Oh, j'ai affreusement mal. Et sans plus d'explications, Guillot quitte son poste. Notre homme a repéré une bâtisse vide, bien à l'écart du champ de bataille. Il s'y traîne de manière un petit peu théâtrale, il faut bien le dire. En tout cas, la planque a l'air idéale. Il s'y installe.
C'est donc sans lui que le combat s'engage. Bien à l'abri, Guillot entend les coups de feu, les cris des soldats et leurs râles. Vous savez, ces râles terrifiants qui lui glacent le sang. La bataille lui paraît interminable et peu à peu, une profonde inquiétude le gagne. Oh, pas de doute, les Vendéens ont pris l'avantage. Bientôt, leur victoire paraît assurée. Guillot en pleurerait d'angoisse. Combien de temps reste-t-il avant qu'il ne soit découvert, caché dans son refuge? En vérité, bien peu. Une escouade royaliste a déjà repéré sa tanière. On entre. « Y a quelqu'un là-dedans ?» Guillot tremble de tout son corps. Il va falloir trouver une histoire solide pour s'en sortir. Ce qu'il faut que je vous dise, c'est que tout de même, à mesure qu'avançaient les combats et qu'il voyait que les républicains perdaient, il a pris la précaution de se dépouiller de ses insignes militaires, de revêtir des guenilles qui traînaient là, et qui lui donneraient, du moins l'espère-t-il, l'air d'un brave badaud inoffensif égaré dans les combats. Les Vendéens n'ont pas l'air très convaincus. Ils l'interrogent, ils l'examinent, ils flairent l'entourloupe. C'est raté. Le voilà conduit manu militari devant les chefs royalistes qui, autant le dire tout de suite, vont être abasourdis par ce qu'il a à leur dire. Car Guillot n'a pas froid aux yeux. Aux grands mots, les grands remèdes, devant le flot de questions qui s'abat sur lui, il s'indigne du traitement fort inconvenant, dit-il, qu'on lui inflige. Enfin, je ne suis pas n'importe qui, vous savez. Je suis ici selon la volonté de sa sainteté, le pape Pie VI. Le pape Pie VI, allons bon. Oui, reprend Guillot, plein d'assurance. Je suis l'évêque in partibus infidelium d'Agra. Je suis ici en mission. Et l'homme de dérouler son histoire devant les yeux écarquillés des Vendéens, désigné par Rome pour se rendre auprès des contre-révolutionnaires vendéens. Il est arrivé, dit-il, à Poitiers sous une fausse identité. C'est là que les républicains, sans savoir qui il était, l'ont obligé à rejoindre l'armée du général Quétineau et désormais, il rend grâce au ciel d'avoir été retrouvé par ceux auprès desquels il était envoyé par le Vatican. L'histoire est corsée, mais Guillot a un bagou extraordinaire. Il s'offre même le luxe de jouer les impatientés. « Vérifiez donc, dit-il. Pendant mon séjour à Poitiers, j'allais souvent rendre visite aux sœurs de Saint-Laurent. Demandez-leur. » Et on va aller, on envoie quelqu'un, on va aller interroger les fameuses religieuses qui confirment et même elles témoigneront d'un grand respect pour le mystérieux personnage. Le temps passe donc et finalement, les chefs vendéens se laissent convaincre. De la méfiance, ils vont même passer à la déférence. Après tout, ils ont affaire à un évêque, un successeur des apôtres, mandaté par le Saint-Père en personne. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction alors ? Certes, on le trouve un petit peu étrange, cet évêque d'Agra. On s'interroge sur certains de ses faits et gestes, mais au moins il connaît les rites catholiques sur le bout des doigts. Il célèbre la messe avec une intensité qu'il serait impossible de feindre, et puis surtout, sa présence apporte du réconfort aux milliers de soldats déguenillés de l'armée vendéenne. Jacques-Michel Champagnac le souligne, je le cite, « Dès sa première sortie officielle, il fut frénétiquement acclamé. Il avançait avec une imperturbable dignité, bénissant les paysans qui s'agenouillaient à son approche. On lui avait attribué un valet qui le précédait toujours, portant une crosse de bois doré. Ainsi, Guillot joue son rôle, le joue à la perfection. Il convainc ceux qui au départ se montraient sceptiques. Enfin, il y a tout de même une exception et elle est d'importance. L'abbé Bernier est un prêtre assez influent auprès des chefs vendéens. L'abbé Bernier émet des doutes et même de sérieux doutes. Lui a bien l'intention de pousser plus loin l'enquête sur cet étrange évêque d'Agra. Europe 1, au cœur de l'histoire. Revient dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Bon, c'est encore une incroyable histoire que vous nous racontez aujourd'hui, Franck Ferrand, je dois vous le dire, parce que je vous l'ai dit pendant les pubs, j'adore cette histoire d'usurpation d'identité. Vous nous racontez aujourd'hui l'histoire donc de ce mystérieux Guillot, un républicain fervent au passé mystérieux, qui pendant la Révolution française se fait donc capturer par l'armée vendéenne, et on l'a vu il y a un instant, quand il le retrouve, il se fait passer carrément pour l'évêque d'Agra, soi-disant envoyé par le pape auprès des Vendéens. Et le plus fou,
c'est que ça marche. Eh ben Comme oui, on ça dit, marche. plus c'est gros, plus ça C'est passe. ça. Alors moi, j'ai hâte de savoir s'il va s'en sortir, j'ai hâte de connaître la suite. Mais avant, est-ce que vous pourriez nous rafraîchir la mémoire et nous dire qui étaient ces Vendéens? Oui, nous avons consacré d'ailleurs une émission il n'y a pas si longtemps aux Chouans d'un côté, C'est aux vrai. Vendéens de l'autre. Je vous remets ça dans le contexte. Plus que l'avènement de la République en tant que telle et la mort de Louis XVI, qui a certes traumatisé les provinces, il y a deux motifs qui expliquent d'abord l'insurrection vendéenne. D'abord la conscription, puisque les nombreuses guerres auxquelles la République doit faire face impliquent une levée de troupes qui est très mal acceptée dans certains, surtout au moment où on est en train de faire les moissons, etc. Et puis, le deuxième motif, c'est la persécution contre les prêtres qu'on appelle réfractaires, ceux qui ont refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Tout ça nourrit un fort mécontentement. Et à la charnière de l'hiver et du printemps 93, la situation dérape dans tout l'ouest de la France. Une révolte plus structurée se met donc en place dans ce qu'on appellera la Vendée militaire, et dont je n'ai pas le temps de vous parler là maintenant. Les paysans vont eux-mêmes choisir leur chef, ils vont aller chercher des nobles qu'ils somment de les diriger, et on va aboutir à une forme de guerre civile. Même si l'armée vendéenne est partout constituée de gens très mal équipés, elle compte plusieurs dizaines de milliers de combattants très très fervents, et évidemment ça suppose que Paris mette un peu d'ordre. Alors, dans un premier temps, l'armée vendéenne a connu un certain nombre de beaux succès. Elle s'empare de Saumur, d'Angers. Ces victoires sont l'occasion pour notre Guillot, le soi-disant évêque d'Agra, de célébrations religieuses solennelles, de prêches émouvants, parce qu'il parle très bien en chair. L'abbé Bernier, qui étudie toujours notre homme avec une attention suspicieuse, est tiraillé par le doute. Et c'est vrai que l'évêque connaît son affaire, qu'il sait toucher le cœur des soldats et même l'âme des croyants. Il y a de quoi être assez étonné. Cependant, pour les Vendéens, le vent tourne. Une tentative d'attaque contre Nantes va virer au fiasco. Et dans ce contexte, Guillot, une nouvelle fois, ne se montre pas, disons-le, d'un grand courage dans les combats. Quoi qu'il en soit, après cette défaite nantaise, l'armée catholique et royale se replie sur ses terres vendéennes, mais l'espoir reste vivace, grâce notamment à l'arrivée d'un agent de la couronne d'Angleterre. Il faut dire que l'homme apporte une bonne nouvelle, les Britanniques sont prêts à envoyer des renforts. Alors il faut être patient, il va falloir tenir jusque-là. Si je vous parle de cet homme venu d'Angleterre, c'est que l'abbé Bernier, vous savez donc notre prêtre méfiant envers l'évêque d'Agra, eh bien Bernier remet discrètement à cet émissaire un pli à l'intention d'un destinataire prestigieux, le pape lui-même. Oui, Guillot l'ignore bien entendu, mais sa couverture est en grand péril. Pourtant, c'est sans se méfier que notre imposteur continue d'officier auprès de l'armée vendéenne, tandis qu'elle opère, quelques défaites plus tard, un mouvement audacieux vers le nord, dans l'espoir d'aller atteindre le port de Granville. C'est là, à Granville, qu'on espère les renforts britanniques, et pour les Vendéens, ça implique de traverser l'est de la Bretagne. Or, les troupes républicaines sont bien décidées à leur barrer la route, évidemment. Elles vont pratiquer un harcèlement efficace. Les combats violents succèdent aux combats terribles. Et malgré tout, les Vendéens atteignent Fougères. Pour l'abbé Bernier, il s'agit d'une étape cruciale parce que c'est là qu'il reçoit la réponse qu'il attendait. La réponse du Vatican. Et elle est très claire. Le prétendu évêque d'Agra est bien un imposteur. Pie VI écrit: nous prenons soin de vous avertir que si quelqu'un a osé se servir du titre d'évêque d'Agra, ce titre n'est possédé par personne, que tous se détournent de lui et l'évitent comme un usurpateur dont les actes sont sacrilèges et infectés de la tache de nullité. Voilà C'est clair. qui est clair. Voilà. Bon. Les chefs vendéens sont discrètement avertis. Évidemment, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils relisent la lettre au moins 5 fois. Comment ont-ils pu se laisser berner à ce point? Et que faire maintenant de ce faux évêque qui est devenu très populaire au sein des troupes? Certains n'y vont pas par 4 chemins. L'usurpateur est coupable d'un crime très grave contre les hommes et contre Dieu. Il mérite donc la mort. D'autres, pragmatiques, se montre, disons-le, moins tranché. Révéler le crime de Guillot, disent-ils, ce serait désespérer une armée déjà fragile. En outre, cela sèmerait le doute sur le discernement de tous ceux qui l'ont cru. Entendez les fameux chefs vendéens. Mieux vaudrait-il donc peut-être se montrer patient. Pourquoi pas attendre d'avoir atteint Granville? Là-bas, il sera toujours temps de le faire disparaître, ce faux évêque. On pourra procéder en toute discrétion.
Évidemment, c'est ce sage avis qui l'emporte, de sorte que désormais, ça va être au chef vendéen de jouer la comédie, laissant croire au pseudo-évêque d'Agra qu'ils sont toujours ses dupes. Quant à l'abbé Bernier, il reste taraudé par les mystères qui entourent cette affaire. Qu'il se rassure, car les grandes réponses arrivent. Alors que les Vendéens sont délogés de Fougères, ils parviennent à Dol de Bretagne et, dès qu'on franchit les portes de cette ville, l'abbé Bernier, qui est toujours à l'affût, remarque que Guillot a une attitude encore plus étrange que de coutume. Peut-être le faux évêque a-t-il constaté que certains chefs vendéens se montraient plus distants avec lui ? Enfin, quand même, ça n'explique pas tout. On le voit complètement agité, il rase les murs, il observe tout le monde avec inquiétude. Et Bernier, qui maintenant le suit le plus possible, surprend la rencontre de Guillot avec un habitant de Dol. Habitant qui, dès qu'il le voit, s'exclame « Ah, monsieur le curé, vous ici !» Guillot se sait observer, il panique et sans répondre au quidam, il s'échappe à toutes jambes. Bernier le suit au pas de course jusqu'à la cathédrale où il le voit se jeter en larmes sur un prie-dieu. Sommé de s'expliquer, le malheureux va finir par révéler les secrets qu'il traînait depuis beaucoup trop longtemps. C'est Bernier, bien sûr, qui est là et qui encourage sa confession. Alors voici. Il y a bien longtemps, raconte notre Guillot, il a été curé, ici même à Dol de Bretagne, mais il n'a pas eu le cran de refuser le serment à la constitution civile du clergé, ce qui fait que tout le monde l'a pris en grippe. Il a dû s'enfuir à Paris, et là il a embrassé l'idéal révolutionnaire jusqu'à devenir un actif jacobin. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans le Poitou pour faire office d'informateur. Il s'est rendu régulièrement, quand il était à Poitiers, chez les religieuses de Saint-Laurent. Vous comprenez maintenant pourquoi elles le connaissent. Il a choisi ensuite de s'enrôler dans l'armée républicaine. En somme, il menait une double vie et finalement sa capture par les Vendéens l'a contraint à composer ce rôle d'évêque. Guillot est en larmes maintenant. Il implore la miséricorde divine et il implore la compréhension de l'abbé Bernier. À ce moment, le faux évêque d'Agra pense peut-être toucher au terme de sa fuite en avant. Si c'est le cas, il se trompe. Parce que les Vendéens connaissent bientôt une lourde défaite en essayant de rejoindre Granville. Et dans la retraite, la piteuse retraite qui s'ensuit, on parle de la virée de Galerne, enfin je peux entrer dans les détails, ils sont mis en quartier par les troupes républicaines. Guillot, comme beaucoup d'autres, doit fuir, il doit se cacher, il traverse l'Anjou et voilà qu'il tombe, si je puis dire, dans les filets des forces républicaines. Rien à faire, cette fois il est capturé et il a beau hurler encore « Je suis de votre côté, je suis républicain, je vous assure, c'est un terrible malentendu !» Là, il n'est pas certain de trouver quelqu'un pour le croire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Bonjour, c'est Alessandra Sublet. Tous les après-midi, accordez-vous 2 heures de récré avec Alessandra Sublet. Sur 3 enfants, eh bien, dans 30% des cas, le dernier n'est pas du père. Ah, c'est chaud quand même. C'est chiant parce que j'en ai 3. Donc La Cour des Grands, présentée par Alessandra Sublet, c'est tout à l'heure, dès 16h, sur Europe 1. Europe 1, mieux capter son époque. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30 € d'achat. Ah, vous serez toujours mon super-héros. Carrefour Market. Offre soumise à condition. Modalité magasin participant sur carrefourmarket.fr. Patient suivant. Alors, Madame Martin, de quoi souffrez-vous? Oula, oui, freinez encore. Oui, je vois, je vais vous prescrire de nouveaux disques et plaquettes de frein. Non, ne vous inquiétez pas, en ce moment chez Motrio, c'est moins 25% sur le freinage, plus 38 points de contrôle offerts. Je vous en prie. Et pour la prochaine fois, gagnez du temps avec le devis et le rendez-vous sur motrio.fr. Oui, à bientôt. Ah, et si vous avez des copines, dites-leur de venir me voir. Chez Motrio, on s'occupe de toutes les marques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Conditions de l'offre sur motrio.fr. Cultura. À la rentrée, les portes qui s'ouvrent sur la connaissance. Ça peut être sublime, oui. Mais quand on est parent, il faut se colper une liste à tiroir de fournitures scolaires dans l'urgence, se faire délester d'une blinde, souvent. Parce que la punition,
C'est pas les gosses qui l'ont, c'est nous, les parents. Fabrice, personne n'est puni chez Cultura, le spécialiste de la rentrée scolaire. On s'occupe de votre liste et on vous aide même à défendre votre budget. Cultura, l'esprit jubile. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Quelle incroyable histoire encore vous nous racontez cet après-midi, Franck. On est vraiment pressé de connaître la fin de l'histoire de ce Guyot qui se fait passer pour l'évêque d'Agra qui n'existe pas en fait. Bref, si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, maintenant il faut savoir qu'il a été capturé par les forces républicaines. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, devant les républicains qui doivent décider de son sort, Guyot se défend comme un beau diable. Croyez-moi, dit-il, il n'y a pas plus jacobin que moi, mais je peux le prouver. Et il raconte, non, il n'a jamais été royaliste. Et s'il a été obligé d'accompagner les Vendéens, c'est à son corps défendant. Il est un fervent soutien de la Révolution. Il a des amis à Paris et à Poitiers qui se feront un plaisir de témoigner en sa faveur. Cependant, au milieu de cette profession de foi républicaine, Guyot paraît tenaillé par le doute. Lui qui, tant de fois, a su mentir avec aplomb, voilà qu'il semble perdu, hésitant, et on se dit qu'il s'interroge peut-être au fond. En fait, qui suis-je vraiment ? Après tout, avant d'être républicain, il a été prêtre, il a voué sa vie à Dieu. Et question, Guyot sait-il encore au fond de lui quel homme il est réellement ? Et c'est le coup de théâtre incroyable de cette histoire. On entend Guyot s'éclaircir la voix et, balayant le jury du regard, il déclare, un petit peu solennel, mais il a l'habitude d'être solennel. « Mentir à ma conscience est un crime de plus. Je vais parler le langage de la raison. Je me dénonce moi-même. Je connais la loi. La mort m'attend, mais je la subirai avec courage. Citoyens, je suis l'évêque d'Agra. Oh bon, alors là, là, tout est fini. La sentence tombe. Le 5 janvier 1794, à Angers. C'est donc un évêque qui est présenté au pied de l'échafaud, digne, grave. Il affronte son sort, celui que certains ne s'empêcheront pas néanmoins de continuer de considérer comme un imposteur. Qui peut savoir quel est, au moment de mourir, l'état d'esprit de cet homme aux identités gigognes ? Le couperet tombe, l'évêque d'Agra est mort, le citoyen Guyot ne lui a pas survécu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de la Première Guerre mondiale. Nous sommes en 1916 et on s'intéresse à la bataille de la Somme, l'une des batailles les plus sanglantes de notre histoire entre Britanniques français face aux Allemands. D'ailleurs, le premier assaut, c'était le 1er juillet 1916. Ça a été une terrible tuerie. Ça reste encore aujourd'hui, jusqu'à ce jour, et espérons que ça le restera, si j'ose dire, en statistique. Oui, espérons-le. Le jour le plus sanglant pour l'armée britannique. En une seule journée, le 1er juillet 16, les Britanniques perdent 60 000 hommes, dont 20 000 tués. Oh, c'est incroyable. 40 000 autres Mais sont comment expliquer cette hécatombe ? Une erreur tactique, une impréparation. C'est-à-dire que les Anglais étaient convaincus que la préparation d'artillerie avait été faite et bien faite. Tout à fait. Il faut avoir en tête que dans la semaine qui précède le 1er juillet, 2 millions d'obus sont tirés sur les lignes ennemies. Invraisemblable. Quand on dit ce chiffre comme ça paraît. Mais quand on se figure ce que ça représente, ce sont des tonnes et des tonnes d'acier qui pleuvent. 500 kilos au mètre carré. Incroyable. 500 kilos d'explosifs au mètre carré. Donc évidemment, les soldats britanniques, les soldats alliés, observant la pluie d'obus qui tombent sur les lignes allemandes, se disent il en restera rien, ils sont pulvérisés. Ils sont hachés, oui. Ils sont hachés. Rien que dans la seule journée du 1er juillet, le dernier déluge d'artillerie s'abat juste avant l'assaut et les Britanniques enclenchent l'assaut à 7h30 au pas. Pour la plupart, c'est-à-dire qu'il y a une légende qui court, comme quoi l'ensemble des soldats britanniques auraient mené l'assaut au pas, mais pour une majorité d'entre eux, ils l'ont fait, d'autres ont rampé ou ont couru sous le feu de la mitraille, et les soldats allemands sont retranchés. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les soldats allemands sont retranchés sur la Somme depuis 14. Ils se sont installés. Ils sont vraiment chez eux, ils sont enterrés, ils sont prêts, eux ils sont vraiment en place d'une certaine façon. Ils sont en place, ils ont créé 3 lignes de défense, ils ont installé des bunkers, des abris souterrains tout à fait solides. Ils ont utilisé le béton pour la première fois, l'électricité, l'eau courante, les mitrailleuses sont dans des casemates. Une fois le déluge de feu passé, d'ailleurs, les soldats allemands se sont enterrés, littéralement. Se sont mis à l'abri. D'ailleurs, ils avaient une impatience finalement que la bataille commence et les mitrailleurs sortent. L'arme de destruction massive
du côté allemand, ça va être la mitrailleuse. C'est elle qui va faucher ces soldats britanniques qui arrivent. 20 000 morts en une seule journée. Incroyable, affreux. Alors, on peut dire quand même que là, il y a erreur dans les ordres. Est-ce que où se situe l'erreur d'une certaine manière? Est-ce que c'est à l'état-major britannique? Est-ce que c'est encore au-dessus dans le quartier général? Il n'y avait pas de coordination entre les forces alliées à l'époque. C'est ce que Joffre aurait souhaité. La réunion de Chantilly qui avait décidé de la bataille, de l'offensive sur la Somme, avait posé cette question. Il fallait que les alliés s'entendent. Mais finalement, le général Haig, qui est en charge de l'offensive, communique avec ses homologues français, mais chacun mène la bataille à sa façon. Il faut savoir que les Britanniques, les soldats britanniques qui sont présents sur le front, sont des volontaires. Ce sont des jeunes qui se sont engagés volontairement. C'était les bataillons de copains, suivant répondant à l'appel de Kitchener, pour défendre la nation britannique, pour défendre l'Empire britannique. Alors que côté français, on a des conscrits, comme du côté allemand, des gens qui ont fait 3 ans de service militaire, des soldats qui sont aguerris. Ils sont plus aguerris, bien sûr. Et ne serait-ce qu'au niveau de l'artillerie, 2 millions d'obus, mais la moitié des obus tirés par les Britanniques sont des shrapnels, c'est-à-dire des obus qui explosent en hauteur, à 10 mètres, 5 mètres. Qui ne viennent pas percuter, en fait, les défenses. Et qui ne viennent pas percuter, car ils croyaient que les shrapnels allaient briser les réseaux de fils barbelés. Ce ne fut pas le cas. Et un tiers des obus s'enfoncent dans la boue et ne vont pas exploser. Mauvaise qualité aussi du matériel. Oui, mauvaise qualité du matériel, impréparation, mauvaise appréhension des lignes de défense adverses. Enfin, tout ça fait beaucoup quand même d'erreurs multipliées. Les Britanniques sont combien par rapport aux Français et quelles sont les nationalités d'ailleurs d'une façon plus générale dans cette bataille de la Somme? Tout l'Empire britannique va être représenté au fil de ces batailles de la Somme. Tout le Commonwealth, c'est ce qu'on appellera plus tard. Tout le Commonwealth. Alors les Dominions, parce qu'évidemment on ne parle pas de colonies, on parle de Dominion, ce qu'on appellera le Commonwealth plus tard, c'est-à-dire les Australiens qui après Gallipoli ont été rapatriés de Turquie sur le théâtre d'opération en France. L'échec des Dardanelles. Avec le terrible échec des Dardanelles, les Néo-Zélandais et Australiens qui forment les troupes Anzac, les Canadiens, les troupes canadiennes qui sont engagées, des Sud-Africains, un bataillon sud-africain va s'illustrer, des Terre-Neuviens, parce que Terre-Neuve n'était pas rattachée au Canada à l'époque, mais encore à la couronne britannique. Il faut avoir en tête, quand on parle des pertes, que le bataillon, le régiment de Terre-Neuviens qui est engagé, va perdre 90% de ses effectifs dans cette journée, dans cette matinée du 1er juillet. Une saignée, là, on peut dire. Une saignée terrible. Donc, on comprend que la mémoire de cette bataille de la Somme soit particulièrement vive en Angleterre, par définition, et d'une façon plus générale dans l'ancien empire britannique. Quelles ont été les conséquences de cette bataille de la Somme? Parce que du côté de Joffre, on espérait énormément de ce front-là. On disait que ça allait être l'offensive décisive, qu'on allait enfin percer les lignes allemandes, etc. Finalement, on perce pas grand-chose. On prend la première ligne, on va grignoter la deuxième ligne, mais les Allemands font repli en bon ordre. Finalement, les gains sont minimes. Les conséquences du côté allemand amèneront un changement stratégique quand même. Falkenheim, qui avait pour stratégie, on résiste pied à pied, est remplacé par Ludendorff-Hindenburg. Ça, c'est une révolution importante à l'état-major allemand. Falkenheim, remplacé par Ludendorff, c'est un changement total de la stratégie allemande. Totalement. C'est-à-dire que les Allemands vont réorganiser aussi leur ligne de défense durant la bataille de la Somme qui s'achève fin novembre. Et puis, de l'autre côté. Ils préparent, exactement. Et finalement, les Allemands arrivent aussi à une conséquence, à une conclusion, c'est que ils vont être en sous-nombre face aux effectifs occidentaux déployés par les empires français et britanniques. Il y a les premiers chars qui ont été engagés. Il y a la réorganisation de l'aviation en escadrille. Et Hindenburg fera passer mobiliser toute l'énergie, toute l'économie allemande au service de la guerre. On s'engage vraiment dans la guerre industrielle, la guerre totale. Et décidera, au niveau stratégique, contrairement à Falkenheim, qu'il faut faire la décision sur le front oriental contre les Russes et finalement contenir les troupes occidentales. À tel point d'ailleurs que les Allemands feront des propositions, des offres de paix aux Britanniques et aux Français, qui n'y répondront pas, en disant « revenons aux frontières d'avant le conflit », pour mettre toute leur énergie contre les Russes. Passionnante cette année 1916, parce qu'il faut savoir que simultanément, d'autres offres de paix séparées cette fois ont lieu, mais enfin ça nous entraînerait ailleurs. Mais ça montre à quel point on est à la charnière de la guerre qui est en train de basculer. À l'époque, on ne peut pas le savoir, tout ça est passionnant. Alors, je disais tout à l'heure que les Britanniques ont conservé à l'esprit le souvenir sanglant de cette longue, on dit bataille, mais c'est une série de batailles, bien entendu, de la Somme. Ils sont très doués, les Anglais, pour les commémorations, pour la mémoire, etc. Et on pourrait presque dire qu'ils sont un modèle dans ce genre-là. Ils ont fait très fort, d'ailleurs, cette année. On peut le dire. Et alors, le 11 novembre, ça va être quelque chose, je pense.
En France et à Londres aussi, mais il est vrai que la famille royale est venue inaugurer le nouveau musée de Thiéval, était présent pour les cérémonies de Thiéval. C'est une scénographie anglaise à Thiéval ou française qui C'est une scénographie maison qui a été réalisée par l'historiale française et qui et internationale, si j'ose dire, qui est en complément du musée à Péronne, qui a mis en scène les deux musées sont liés, faut dire. Péronne et Thiéval sont complémentaires. Et je dirais la pièce maîtresse du nouveau musée à Thiéval, c'est la fresque de Jo Sacco, qui avait été présentée à Paris dans les couloirs du métro à Montparnasse, qui est finalement la tapisserie de Bayeux du premier de la bataille de la Somme. C'est une belle idée, ça, bravo. C'est presque une réponse du berger à la bergère, si je puis dire, à propos de la tapisserie de Bayeux. Les Anglais le prennent avec humour. Oui, mais j'allais dire chez eux, c'est une seconde nature. Merci beaucoup Hervé François. Je rappelle que vous êtes directeur général du musée de l'historial de la Grande Guerre. Quand peut-on visiter ce musée? Tous les jours? Tous les jours, ouvert tous les jours, toute l'année, avec juste une petite période de fermeture hivernale de la mi-décembre à la mi-janvier. Donc maintenant à Péronne bien sûr, mais aussi à Thiéval. Merci beaucoup. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, vous allez découvrir le 2e épisode du grand destin de la semaine consacré à Marcel Proust. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1. Franck Ferrand. Et voici le 2e épisode du grand destin de la semaine. Alors hier, vous nous racontiez tous les souvenirs de jeunesse que vous aviez en lisant Marcel Proust. Et donc c'est un peu de votre Madeleine que vous avez décidé de partager cette semaine pour ce grand destin consacré à Proust. Vous savez, la Madeleine, c'est ce phénomène qu'on appelle la réminiscence proustienne. Proust raconte que un jour où il est très mal, on est tout à fait à la fin de l'œuvre bien sûr, et il va manger un petit morceau de Madeleine trempé dans une tasse de thé. Et d'un seul coup, un peu comme à la façon de ces pliages japonais, vous savez, qui s'épanchent comme ça, qui s'épandent, devrais-je dire, lorsqu'on les met dans l'eau. De la même façon, il a l'impression que de sa tasse de thé ressort tout le village de son enfance, etc. Et ce qu'on appelle réminiscence proustienne, donc la Madeleine, c'est ce phénomène extraordinaire qui consiste à vivre plus intensément un événement du passé lorsqu'on le revit par le rappel d'un événement. Par exemple, à un moment, le narrateur est dans la cour de l'hôtel de Guermantes, les pavés ne sont pas à la même hauteur, ils sont disjoints, et le simple fait d'être sur ces pavés disjoints lui rappelle d'un seul coup une promenade à Venise. Et il est à Venise plus intensément qu'il ne l'était le jour même où il avait fait cette découverte et où il avait éprouvé ce sentiment. Mais c'est ça, la petite Madeleine. C'est un sentiment très agréable à éprouver. C'est merveilleux, c'est une puissance extraordinaire. Et en même temps, on pourrait dire aussi que c'est une incapacité à vivre le présent dans le présent, et que le seul moyen d'aller le vivre, c'est d'aller le chercher dans un passé recomposé. C'est peut-être la névrose de Proust, mais ça nous entraînerait un peu loin. Et je laisse à quelqu'un qui connaît infiniment bien Proust, qui a écrit un très beau dictionnaire amoureux avec son père, c'est Raphaël Enthoven, je lui laisse le soin d'entrer dans ces considérations-là. Alors, Proust est né, vous l'aurez compris, hyper sensible, c'est un petit enfant très très bizarre qui est complètement ouvert à tous les vents, si je puis dire, à tout ce qui peut se passer, il ressent tout, il est chétif, il est malingre étant petit, bien entendu, très nerveux, bien entendu, ça va se traduire par ces crises d'asthme à répétition qui mettent sa mère Jeanne, vraiment dans les affres, tandis que ça aurait plutôt tendance à énerver un peu son père, le docteur Adrien Proust, qui, je ne dirais pas qu'il préfère le frère cadet, Robert. Marcel est né en 1871, Robert en 1873. Je ne dis pas que le professeur Proust préfère son fils cadet, mais en tout cas, c'est vrai que Robert ne pose pas de problème. Alors qu'avec Marcel, tout prend des proportions, tout devient extraordinaire. Il suffit par exemple que sa mère ne vienne pas l'embrasser exactement au moment prévu pour qu'il tombe dans une sorte de semi-folie enfantine. À peine a-t-on fini de souper
qu'un coup de sonnette annonce des visiteurs et Marcel jette un regard désespéré à sa mère, nous dit Irina de Chikov dans un très beau numéro spécial réalisé par le Figaro sur Marcel Proust l'année dernière. Elle va lui dire de monter se coucher. Retenue par les invités, elle ne voudra pas venir l'embrasser. Il tremble, il a froid, le couloir est sombre, l'escalier hostile et sa chambre si vide avec tous ces objets inutiles qui l'encombrent. Pourquoi le bonheur s'en va-t-il toujours ? Et pour aller où ? Comment faire pour le rattraper ? Comment faire pour le retrouver ? Eh bien, le pauvre enfant, avec de telles inquiétudes, on se dit que la vie va lui paraître sans doute assez difficile. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et pour ce deuxième épisode du Grand Destin consacré à Marcel Proust toute cette semaine, vous vous intéressez aujourd'hui, Franck, à son enfance. Il est issu d'une famille plutôt aisée, cultivée, mais lui est très fragile. Oui, même, disons, une famille très aisée. Le docteur Proust est un homme assez considérable à Paris, qui reçoit à sa table des professeurs en médecine, des académiciens, des gens importants. Mais, c'est très intéressant, il reçoit toute cette bonne bourgeoisie de la Troisième République, mais pas la haute société. Chez les Proust, on ne fait pas partie de la haute société. Il n'y a pas de princes et de princesses à table, il n'y a pas d'ambassadeurs étrangers, de gens comme ça, si vous voulez. On n'est pas dans ce grand monde qui va, dès l'enfance, fasciner Proust. C'est quand même extraordinaire de penser qu'une part non négligeable de ses rêves, Proust va les tourner vers cette haute société et regarder la façon dont il se fera accepter peu à peu de la comtesse Greffeuil, par exemple, qui se laisse vanter, si je puis dire, sans rien dire, veut bien accepter ce petit Proust qui a l'air rigolo. Mais Marcel entrera un jour dans la haute société. Il n'en fera jamais véritablement partie. Et la vie de ce grand monde, à travers la vision fantasmée des Guermantes, sera au cœur même de son œuvre. Ça, c'est assez extraordinaire. Quant à la mère, Jeanne, l'épouse du docteur Proust, elle appartient plutôt à la bourgeoisie, la haute bourgeoisie juive, très cultivée, vous savez, où l'on écoute beaucoup de musique, où l'on professe des idées, c'est la famille Veil, où l'on professe des idées plus libérales et républicaines, des idées qui seront elles-mêmes celles de Proust. Et on trouvera un jour cet aspect paradoxal, c'est-à-dire un jeune homme qui sera tiraillé entre sa fascination pour l'aristocratie du boulevard Saint-Germain, et là on peut dire qu'on est sur les franges très à droite du conservatisme, et puis en même temps quelqu'un qui va se montrer dreyfusard, progressiste, avec des idées, comme on disait à l'époque, avancées, ce qui ne contribuera certes pas à le faire toujours très bien accueillir dans ce grand monde. Alors, c'est à partir des vacances de 1878, Proust est né en 71, donc il a 7 ans, à partir des vacances de Pâques, on se rend chez les Amiot. Alors, Madame Amiot est la sœur du docteur Proust. Elle vit recluse dans sa chambre, et c'est le modèle de la fameuse tante Eulalie, bien entendu, vous savez, qui ne bouge pas de sa chambre et qui demande à sa femme de chambre, Françoise, dans La Recherche du temps perdu, de lui raconter un peu la vie du village, et qui ne vit en quelque sorte que parce qu'elle peut apercevoir par sa fenêtre. Et puis son mari, donc, Jules Amiot, est un marchand de draps. Ils vivent donc dans cette maison tranquille de la Beauce, à Illiers, qui va devenir Combray, évidemment, sous la plume du narrateur. Et c'est là qu'ont lieu les souvenirs dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces promenades extraordinaires, avec ces matinées de lecture, avec ces après-midi de promenade du côté de Guermantes ou du côté de Méséglise, pour reprendre la terminologie du roman, l'auteur se passionnant pour les aubépines, pour les pommiers en fleurs, et bien entendu pour les nénuphars. J'ai eu l'occasion déjà de citer à ce micro, ce qui est à mon avis la plus belle page du premier tome de La Recherche, du côté de chez Swann. Il y a là, à mon avis, la quintessence même de l'esprit proustien et de la façon dont Proust, à partir d'une simple description d'un paysage, en l'occurrence il regarde les nénuphars, les nymphéas comme il dit, il en tire
un véritable tableau littéraire. Mais plus loin, dit-il, le courant se ralentit, il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était complu à des travaux d'horticulture aquatique, faisant fleurir dans les petits étangs que forme la Vivonne de véritables jardins de nymphéas. Comme les rives étaient à cet endroit très boisées, elles donnaient à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre, mais que, lorsque nous rentrions par certains soirs rassérénés d'après-midi orageux, j'ai vu d'un bleu clair et cru, tirant sur le violet, d'apparence cloisonnée et de goût japonais. Mais vous imaginez jusqu'où il va quand même. Plus loin, dit-il, les fleurs plus nombreuses étaient moins lisses, plus grenues, plus plissées et disposées par le hasard en enroulements si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive, comme après les feuillements mélancoliques d'une fête galante, des roses mousseuses en guirlandes dénouées. Et il dit et soit que l'après-midi fit étinceler sous les nymphéas le kaléidoscope d'un bonheur silencieux, attentif et mobile, ou qu'il s'emplit vers le soir comme quelque port lointain du rose et de la rêverie du couchant, changeant sans cesse pour rester toujours en accord autour des corolles de teintes plus fixes, avec ce qu'il y a de plus précieux, de plus fugitif, avec ce qu'il y a d'éphémère, avec ce qu'il y a d'infini dans l'heure, il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel. Au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est la jeunesse de Marcel Proust que vous nous faites revivre aujourd'hui, Franck Ferrand, pour le deuxième épisode de Ce Grand Destin. Un jeune Marcel Proust ultra sensible aux belles choses, on vient de le voir avec les nymphéas. Alors sa santé est faible, évidemment, et il dit, alors quand je dis il dit, il écrit, et c'est le narrateur qui parle, donc il faut toujours arriver à faire le départ entre évidemment la transposition de ce que Marcel a pu vivre réellement et ce que nous raconte le petit Marcel, comme l'appellent les spécialistes de Proust, c'est-à-dire le narrateur de la recherche. Si ma santé s'affermissait, écrit-il dans Nom de pays le nom, c'est-à-dire la dernière partie du premier tome de l'œuvre, si ma santé s'affermissait et que mes parents me le permissent, sinon d'aller séjourner à Balbec, Balbec c'est une ville imaginaire, au bord de la mer qui pourrait ressembler à Cabourg, si vous voulez, du moins de prendre une fois pour faire connaissance avec l'architecture et les paysages de la Normandie et de la Bretagne, ce train d'1h22 dans lequel j'étais monté tant de fois en imagination, j'aurais voulu m'arrêter de préférence dans les villes les plus belles, mais j'avais beau les comparer, comment choisir plus qu'entre des êtres individuels qui ne sont pas interchangeables, entre Bayeux si haute dans sa noble dentelle rougeâtre et dont le faîte était illuminé par le vieil or de sa dernière syllabe. Là on retrouve un peu les syllabes à couleur, si je puis dire, les voyelles de Rimbaud, vous savez. Vitré, dont l'accent aigu losangeait de bois noir le vitrage ancien, le doux lamballe, qui dans son blanc va du jaune coquille d'œuf au gris perle, Coutances, cathédrale normande, que sa diphtongue finale, grasse et jaunissante, couronne par une tour de beurre. Lannion, avec le bruit, dans son silence villageois, du coche suivi de la mouche, etc., etc. Je m'arrête là, puisqu'il y a toutes les villes quasiment de la Normandie qui défilent ainsi. Et évidemment, dans le collège et dans le lycée, il est au lycée Condorcet, Marcel Proust a du mal à trouver chez ses professeurs, et même en partie chez certains de ses amis, la sensibilité qui lui permettrait d'échanger véritablement avec lui. Il se sent coupé, il se sent différent incontestablement, et ce sera la douleur intime de cette adolescence qui n'en finit pas de le faire souffrir et qu'il résoudra d'une certaine manière dans et par la littérature. Il y a parmi ceux qu'il fréquente, il y a un certain Daniel Halévy, et dans un très beau livre, il s'appelle Le Grand Livre de Proust, édité par les Belles Lettres, Noël Herp nous parle de Daniel Halévy. Avec cette famille, nous dit-il, on a affaire à la plus fascinante des dynasties bourgeoises de la Troisième République, dont les multiples ramifications dans les lettres, les arts ou la politique sont pour Proust une source d'observation infinie. Il y a d'abord le salon de Madame Émile Strauss, fille de Jacques Fromental Halévy, sœur de Ludovic Halévy, veuve de Georges Bizet, et autour de qui semblent réfugier toutes les réminiscences du Second Empire. C'est en 1888 que Proust est introduit dans le cénacle de très bon goût, mi-Guermantes, mi-Swann, alors qu'il est le camarade, à Condorcet, du fils et du neveu de Madame Strauss, le véritable milieu de Marcel Proust, celui dans lequel il va bientôt trouver à s'épanouir. Ce n'est pas
la haute société du faubourg Saint-Germain. C'est cette société bourgeoise et intellectuelle dans laquelle il se meut comme un poisson dans l'eau. Et voici notre Nikos Aliagas. Bonjour Nikos. Bonjour Franck Ferrand, quelle jolie émission sur Proust. On parle de mémoire, on parle de littérature, mais aussi de cinéma dans mon émission dans un instant, puisque je reçois le réalisateur français le plus récompensé au monde. Un homme de conviction, et puis un homme courageux, seul et contre tous parfois, dont la carrière ferait pâlir à plus d'un. C'est Claude Lelouch qui nous rejoint dans quelques instants. À demain. Bravo, quel bonheur. Merci beaucoup Nikos et nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Avec grand plaisir, c'était Franck Ferrand.